Tuléar, une ancienne ville coloniale de près de 200 000 habitants. C'est là que commence notre voyage dans le sud de Madagascar. Un voyage loin, très loin des routes touristiques ou des images cartes postales de la grande île. C'est l'enfer du décor. Notre périple s'annonce long et pénible. 600 ou 700 km environ entre Tuléar et Ambovombe, plus au sud. Cette région est la plus touchée par les changements climatiques. Notre premier guide, c'est Bernardin. Il travaille pour le WWF, une organisation internationale qui, ici, lutte pour atténuer les effets du réchauffement de la planète. Dans un premier temps, nous empruntons la Nationale 10. Quelques dizaines de kilomètres de routes entretenues et notre voyage devient plus chaotique. Nous pénétrons dans la région la plus enclavée de Madagascar. À 25 km de Tuléar et vu de loin, l'endroit ressemble à un petit paradis. Une presqu'île de 3 km de long, entourée de mangroves. Nous sommes au large du canal du Mozambique. Cette langue de terre est occupée par les Vèges. C'est l'une des 18 ethnies reconnues dans le pays. Les Vèges sont des pêcheurs pour qui le Grand Bleu est plus qu'une mer nourricière. De cet endroit, l'histoire retient qu'il a été le premier site de peuplement de la Grande Île. Mais une page se tourne. Ce lieu est aujourd'hui menacé de toutes parts. Bernardin est accompagné de 2 experts locaux. Ce village s'appelle Saoudran. Ça veut dire quoi? Et ça signifie littéralement donc, là où l'accès à l'eau est très difficile. En revanche, l'accès au sable est facile. C'est ça. L'eau douce en réalité est quasi inaccessible. Il faut creuser, de plus en plus profond, pour récupérer quelques litres. Le sable, l'ennemi impitoyable, gagne chaque jour du terrain. Une situation qui compromet l'existence même de ce village de plus de 600 habitants. Pourquoi nous emmenez ici, Bernardin? C'est juste pour montrer que de ce côté-ci, on voit très bien que les dunes gagnent du terrain et les maisons commencent à avoir des problèmes dans sablonneux. Eh oui, toutes les maisons qui sont là sont toutes concernées par ce problème d'ensablement. Mais il n'y a rien à faire contre l'avancée du sable comme ça? Sauf se déplacer, c'est la seule solution à mon avis. Déplacer, c'est-à-dire changer d'endroit? Changer d'endroit ou bien planter des herbes qui ont des racines plus profondes, quoi. Donc, comme celles qu'on voit là, les plantes qu'on voit là, les lalandas. Planter cette espèce-là à une grande échelle pourrait être la solution à la problématique qui sévit ici, parce que ce sont des plantes fixatrices de sable. Pour sauver Saoudran, il ne faut pas que des plantes, il faut un plan d'envergure. Mettre en place une politique pour protéger ces populations. Mais à Saoudran, nous ne verrons pas l'ombre d'une institution. La presqu'île agonise, à l'abri des regards. À chaque visite, Bernardin et ses collègues interrogent les témoins de ces changements climatiques. Dans le village, le vent a tourné. Plus intense, il emporte toujours plus loin ces grains de sable qui se transforment en dunes. Avant, au temps des colons français, il n'y avait pas tout ce sable là-bas. Il y avait un lagon et on pouvait prendre du poisson. Le sable est arrivé petit à petit.
Vous habitez où maintenant? J'habite là-bas, mais avant il n'y avait pas de sable autour de la maison. Aujourd'hui, il n'y a que ça. De là jusqu'à là-bas, on pouvait pêcher à pied. Et ça a vraiment changé? Oui, le sable est partout. On doit vivre avec, tout est envahi. L'ennemi, c'est le vent du sud. Ces pêcheurs savent depuis longtemps qu'il est impossible de le dompter. Peuple mystique, ils pensent que leurs dieux marins ont sûrement été offensés. Par qui? Pourquoi? Ils n'ont aucune réponse. Ils n'en cherchent pas. Alors, jusqu'ici, on a parlé du danger. Mais ce qu'on voit là, maintenant, c'est vraiment la réalité. Waouh! Des tonnes de sable. Les propriétaires ont déménagé à une centaine de mètres plus loin. Sur cette image aérienne, on le voit, le village est pris en étau, entre la mer d'un côté et la lagune de l'autre. Un ensablement qui, pour Bernardin, doit servir à sensibiliser tous les Malgaches. Pourquoi vous faites ces questionnaires? Nous avons un service de la communication en fait. Et on a un site web, donc on veut vraiment montrer aux gens les réalités locales vis-à-vis du changement climatique. Nous reprenons la route. Bernardin veut nous montrer qu'ailleurs, la situation est aussi dramatique. Le lendemain à l'aube, le sud de Madagascar nous offre une autre vision du paradis sur Terre. Nous sommes à Itampoul, un lieu magique où l'on ne croise que de rares touristes. Cette plage de sable blanc appartient à un seul clan. Bentatse en est le doyen. Avant chaque sortie en mer, il bénit chaque pirogue. Un rituel pour chasser les démons. La pêche est la seule ressource, le seul moyen de subsistance. Alors, de génération en génération, on traque les bancs de poissons. Bentatse embarque en famille avec son fils et ses 2 petits-enfants. Ils ont 6 et 7 ans. Leur apprentissage commence. On les voit frétiller au loin là-bas. En fait, on les repère quand la mer est transparente. Avec les années et la montée des eaux, les techniques de pêche évoluent. Pour Bentatse, c'est à cause de la météo, plus capricieuse qu'avant. La pluie ne tombe plus suffisamment. Il y a trop de sécheresse. Et quand il y a de la pluie, il y a juste ça. La pluie effleure à peine les roches au fond et elle effleure à peine le sable. Parfois, la pluie ne tombe plus et le plancton ne peut plus se développer. Et comme il n'y a plus de plancton, les poissons ne peuvent plus se nourrir. Avec ces mots et une expérience acquise en près de 40 ans de pêche, Bentatse évoque là les changements climatiques qui affectent son lagon. Les conséquences sont visibles et d'ores et déjà quantifiables. La pêche est beaucoup moins bonne. En moyenne, 20 kilos de poissons. Au maximum, 40. Dans leur dialecte, Veij signifie ramer. Ramer tel des forçats de la mer.
Ces dernières années, leurs conditions de travail se sont dégradées. La houle et les vents plus violents les ont poussés à s'aventurer plus au large, dans des zones infestées de requins. Une dizaine de pêcheurs ne sont jamais revenus. À chaque retour de mer, les enfants et les femmes se précipitent, soulagés de les voir revenir en vie. Ce matin-là, la pêche n'est pas trop mauvaise. Dans le clan, les tâches sont bien réparties. Les femmes sont chargées de préparer et de trier le poisson. Il sera ensuite distribué à parts égales. Plus tard, dans la journée, d'autres pirogues reviennent. Elles sont parties la veille. Dans leur embarcation, le butin est maigre. Un seul espadon. L'aileron de ce requin, marteau, lui, sera vendu aux Chinois. Le reste servira d'appât. Depuis 2009, Ben Tatsé et les autres pêcheurs du village parviennent à peine à nourrir correctement leurs familles respectives. J'ai 9 enfants. Dans notre famille, nous sommes une centaine à former un clan. C'est difficile de nourrir tout le monde. Mais cette grande famille est un don de Dieu. C'est difficile, mais comment faire autrement? Nos moyens de subsistance sont maigres. Avec la dernière sécheresse, plus longue que d'habitude, le clan de Ben Tatsé ne mange plus qu'une seule fois par jour. Du riz, du poisson et rien d'autre. Pour ce peuple qui vit au jour le jour, on ne crie jamais famine. Les Vèges s'adaptent, tant bien que mal. Gaëtan, expert en biologie marine au WWF, a dû les convaincre de créer dans le lagon une aire marine protégée. Cette zone de pêche, réglementée, permet aux ressources halieutiques de se renouveler. C'est très difficile d'aller contre les habitudes des pêcheurs, car ils ne voient pas l'intérêt de ces aires protégées. Et donc on doit les éduquer petit à petit. Mais vous avez des moyens de contrôle pour être sûr que ces aires marines protégées sont respectées? En fait, nous allons mettre en place un comité de surveillance pour sanctionner ceux qui violeraient l'interdiction. Un travail de longue haleine qui semble porter ses fruits. L'un des chefs du village affirme avoir déjà pris des mesures répressives. Si le contrevenant ne paye pas l'amende, on se réunit. S'il refuse de payer l'amende, alors nous le remettrons aux gendarmes pour qu'il soit emprisonné. Voilà ce qu'il risque, une amende ou la prison. Sur toute la frange sud-ouest du littoral, la majorité des villages de pêcheurs sont confrontés aux terribles réalités du changement climatique. Les effets sont multiples. Sur des dizaines de kilomètres, les plus visibles restent ces dunes. Partout, elles gagnent du terrain. Une désertification rampante où il n'est pas rare de trouver des villages complètement encerclés. Comme cette oasis, nous sommes à Amboivoul. Comme pour conjurer le mauvais sort, son nom évoque la prospérité. Donnez-nous de l'argent. Quand le Kéré arrive, on souffre terriblement. Le Kéré, c'est la sécheresse. Depuis juin 2009, elle sévit dans une grande partie de la région. En 50 ans, les températures ici ont augmenté de 10%, soit près de 2 degrés. Des conditions qui ne font qu'aggraver une vie déjà bien précaire.
Je n'ai aucun moyen. Je n'ai plus la force d'aller pêcher. Je ne peux même pas demander un crédit. Je n'ai plus de café, plus de riz, plus de sucre. Comment puis-je vivre ainsi? Je n'ai plus de mari, plus d'enfants. Ils sont tous morts. Aujourd'hui, Apolline ne peut même plus se recueillir sur leur tombe. Le sable a enseveli le cimetière du village. Et dans la tradition vaise, il est interdit de déplacer les morts. Nous reprenons la Nationale 10. À certains endroits, la route est bordée de baobabs, le roi de la brousse. La Grande Île en possède le plus grand nombre de variétés au monde. Si le baobab n'est pas touché directement par la hausse des températures, c'est en revanche un bon indicateur de sécheresse. Mais comment cet arbre millénaire peut-il nous renseigner sur la situation climatique? Pour Bernardin et ses collègues, le baobab ne triche pas. En fait, cet arbre sert de réservoir aux paysans. Ils l'ont creusé pour y stocker l'eau de pluie. Tu vois quelque chose? Il n'y a rien. Même ce terrain est abandonné par le proprio, hein, donc il n'y a plus d'eau, donc c'est un mauvais signe pour moi, enfin. Parce que les activités se sont arrêtées hein, dans cet endroit. Il n'y a plus rien à faire ici, à votre avis? Non, pour le moment, hein, donc il faut attendre la prochaine saison de pluie. C'est quand? Dans combien de mois? Donc il faut attendre décembre, donc d'ici, disons, 7 mois encore. Et dans 7 mois, y aura-t-il de nouveau dans ce champ des épis de maïs ou des plants de tomates? Peut-être. Encore faudrait-il que le propriétaire revienne pour l'entretenir, que la saison des pluies retrouve son rythme. Depuis des années, les précipitations ne font que diminuer. Sur le bord de la route, dans des camps de huttes improvisés, des sacs blancs nous intriguent. Il y en a partout. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Bernardin m'explique qu'il s'agit de villages de charbonniers. À chaque sac, c'est un arbre qui a été coupé. Deux même, parce que la combustion n'est pas très bonne, hein, donc c'est pas un système rentable. Donc il faudra encore qu'un système de carbonisation amélioré soit vulgarisé pour, comment dire, pour être plus productif. Oui. Du charbon de bois. Si cette activité interdite se poursuit à ce rythme, en 2015, il n'y aura plus de forêt dans le pays. Mais peut-on blâmer ces populations d'utiliser ce charbon pour se chauffer ou cuire leurs aliments? Peut-on les blâmer de le vendre alors qu'il s'agit de leur seul moyen de subsistance? Autrefois pêcheurs ou paysans, ils se sont reconvertis faute d'alternative. Derrière le village, quelques arbres ont bien été replantés. Un geste symbolique. La forêt agonise. Ils doivent être responsables et faire en sorte que les arbres coupés soient restitués. Mais avant que ça soit exploitable, donc il faudra encore attendre des années. Combien? Donc à peu près 6 ans, 7 ans. Partout, la situation semble critique. Quelques kilomètres plus loin, une mare où les zébus et les chèvres viennent s'abreuver. Chacun leur tour. En une matinée, nous verrons une dizaine de troupeaux. Il faut dire qu'à 20 km à la ronde, c'est le seul point d'eau. Ce jour-là, il n'y aura aucune tension, mais ce n'est pas toujours le cas. En période de sécheresse, cette eau pour les éleveurs est providentielle. Elle est forcément très convoitée. Des drames ont déjà eu lieu, des échauffourées entre éleveurs.
Pourtant, l'odeur nauséabonde qui se dégage devrait tous les effrayer. Mais comment faire autrement que de l'utiliser pour se laver ou pour se désaltérer? L'eau est sale. On n'a pas d'autre source que celle-là. C'est dangereux pour sa santé. On a des problèmes de diarrhée, entre autres. Et il y a des médecins ici? Il n'y a pas de médecins, ils sont très loin. Comment il peut boire cette eau? Elle est noire. Il n'y a pas d'eau de pluie, il n'y a que ça. Nous la filtrons. Après, on peut la boire. Fataliste, cet éleveur attend la prochaine saison des pluies. Mais si elle ressemble aux deux précédentes, il sait qu'il devra se résoudre à vendre 1 ou 2 zébus. Un drame dans ce pays où posséder un tel cheptel symbolise la puissance et la richesse. L'eau dans cette région est de plus en plus rare et de plus en plus chère. Avec les dernières sécheresses, les nappes phréatiques sont épuisées. Sur la route, nous croisons des paysans qui n'ont plus d'autre choix que de labourer le désert. Situation insolite. Vous pensez obtenir quelque chose? Oui, bien sûr. Je connais bien les terrains tout autour. Quand il y a un endroit trop sec, on va planter plus loin. Mais moi, je sais qu'il y aura quelque chose. Mais c'est du sable. Ah oui, mais c'est comme ça. Regardez là-bas, par exemple. Ça produit. À Madagascar, près de 70% de la population vit avec un peu moins d'1,50 € par jour. C'est 14 millions de personnes qui survivent dans une situation d'extrême pauvreté. « 14 millions de personnes qui, dès l'aube, n'ont qu'une obsession, trouver de l'eau et de quoi se nourrir. Ils peuvent marcher du matin au soir, jusqu'à 10 ou 15 km par jour. Sur la question de l'eau, le gouvernement reste-t-il les bras croisés? À première vue, non. Ici, dans le sud, il a créé une agence de l'eau. Voici le quartier général. Des citernes et des camions abandonnés. En fait, 17 véhicules qui ne rouleront jamais plus. Le seul qui circule approvisionne les hôtels et les riches propriétaires. Les autorités dépassées, seul le PAM, le Programme alimentaire mondial, paraît conscient de l'enjeu. Ces hommes construisent là une zone de captation des eaux de pluie. Un travail communautaire et salutaire. Grâce à ce réservoir, l'eau sera stockée. Encore faut-il qu'il pleuve. Depuis 10 mois, les habitants n'ont pas vu une seule goutte de pluie. Les conséquences de ce manque de pluie, c'est la sécheresse et la famine. Ce bassin de captage, on le sait, n'est pas suffisant. Nous sommes trop nombreux. Avec les villages tout autour, on n'en a pas assez, mais on doit faire avec. Hommes et femmes côte à côte. Le PAM a mis en place un programme participatif. Travail contre nourriture. Pour chaque journée travaillée, chacun reçoit 2,4 kg de maïs et 300 g de légumes secs. Comment réagissez-vous à l'inertie de votre gouvernement? Même si nous ne sommes pas très contents, ce bassin est important pour nous. On a demandé à l'État, mais on n'a pas eu de réponse. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la région, les Nations Unies financent 16 bassins comme celui-ci, là où il en faudrait des centaines. Plus loin, un paysage lunaire. Difficile à imaginer, mais il y a moins de 10 ans, la zone était remplie de palétuviers. Une forêt de mangroves décimée par les populations locales et le recul de l'eau. Le désert avance, il grignote chaque mètre carré de mangroves. Les dunes se rapprochent inexorablement. Le lac s'est rétréci de moitié.
Avant, à la place de la dune, il y avait une embouchure là-bas. Dans la lagune, il y avait des crabes, des crevettes, il y avait des poulpes et toutes sortes de poissons. Mais même les crabes ont disparu. Nous n'avons plus les moyens de nous déplacer pour pêcher. La mer est loin, de l'autre côté de la dune. Alors nous souffrons. La mer ne rentre plus. Nous n'avons plus de quoi vivre. Qu'allez-vous faire? Nous avons décidé de nous occuper de la dune. Car, à cause d'elle, nous souffrons le martyre. Vraiment. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et aujourd'hui, nous appelons à l'aide. Le lendemain, c'est dans une autre zone à proximité que l'appel à l'aide a été entendu. Nous sommes à Tanandav, toujours sur la frange littorale. La mer là aussi a disparu derrière les dunes. Comme on peut le voir sur cette image satellite, le vent d'est et le sable ont fermé l'entrée de l'embouchure. Le lac s'est en partie évanoui. Jusque-là, ce lac faisait vivre des milliers de pêcheurs et leurs nombreuses familles. Le climat a bien changé. Ce n'est plus du tout comme avant. Ici, les dunes avancent depuis plus de 50 ans. Et ça entraîne un changement du climat. En 1991, 82 personnes sont mortes. Elles sont mortes de faim à cause de la sécheresse. Aujourd'hui, ces hommes, ces femmes et leurs enfants ne manifestent pas contre leurs terribles conditions de vie. Tous participent à une opération du Programme alimentaire mondial. Mobilisation générale. Armés d'une bêche, leur mission est de permettre à l'eau de mer de s'engouffrer à nouveau jusqu'au lac. Ouvrir l'embouchure. Mais avant le début des travaux, il faut respecter la tradition. Seul ce vieil homme est habilité à la pratiquer. C'est le propriétaire de l'embouchure. À travers ce rite, on demande aux ancêtres qu'ils fassent tomber la pluie, qu'il n'y ait plus de sécheresse. Si on ne fait pas cette offrande, la météo ne sera pas bonne. Pour conjurer le mauvais sort, un bouc est sacrifié. Le chantier peut démarrer. Un travail d'une dizaine de jours les attend. Il s'annonce titanesque. Il faut creuser une tranchée de plus d'1 kilomètre de long et de 3 mètres de profondeur. C'est à ce prix que le lac retrouvera sa physionomie d'avant. À ce prix aussi que les pêcheurs pourront reprendre leurs activités. Là encore, une question s'impose. Jusqu'à quand? Je suis vieux. Je n'ai pas d'enfant. Ma femme est morte. Je n'ai personne pour m'aider. Avec la sécheresse, j'ai besoin d'argent pour acheter de la nourriture. Je n'ai plus que Dieu pour m'aider. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que nous entendrons ce type de propos. Les sécheresses à répétition rendent ces populations de plus en plus vulnérables. Les vieux, comme les jeunes enfants, sont les plus affectés. Un seul chiffre suffit à illustrer cette réalité. Chaque année, près de 70 000 enfants de moins de 5 ans
meurt à Madagascar. Un drame que les équipes de l'UNICEF tentent d'atténuer, patrouillant 4x4 dans les villages les plus reculés. Depuis quelques années, ils mettent en place des systèmes d'alerte. Des femmes sont chargées de les informer au moindre risque de malnutrition ou de famine. C'est grâce à ces femmes que vous savez s'il y a des enfants vulnérables? C'est grâce à eux, c'est la seule possibilité qu'on a pour avoir un cadre beaucoup plus précis de la situation nutritionnelle des enfants. On a des agents communautaires de chaque village. Il y en a 7000 qui ont été formés par l'UNICEF. 7000 personnes. 7000 agents communautaires formés en dépistage de la malnutrition. Ouais. Ces agents disposent d'un cahier où sont répertoriés tous les cas. Là, ils ont des cahiers, notes dans les cahiers. Du plus bénin au plus critique. Et donc là, ce sont tous les enfants qui ont un périmètre inférieur à 120. Lorsqu'un cas de malnutrition est repéré, l'enfant et la mère sont invités à se rendre dans l'un des dispensaires gérés par l'UNICEF et le ministère de la Santé. Il est ouvert 7 jours sur 7. Les contrôles sont systématiques. C'est bon, quoi. 111 mm. Il est à 111. Donc l'agent communautaire, il fait ça à tous les enfants de 6 mois à 59 mois. Et tous les enfants qui ont un périmètre brachial inférieur à 115 mm, il les réfère au centre de santé. Là, par exemple, 111. 111. Donc il va le voir après parce qu'il faut aussi peser d'abord et prendre la taille. Nouria Nirina est médecin nutritionniste. Elle supervise à elle seule une 50aine de centres de santé comme celui-ci. Malnutrition, diarrhée, paludisme. Les maladies sont multiples. Avec la hausse des températures, le vent et le sable, de nouvelles infections apparaissent, comme les maladies respiratoires. L'UNICEF semble bien désemparé. Dans cet environnement hostile, il y a forcément des cas plus graves. Nous sommes dans la seule unité de soins intensifs de la région. Au plus fort de la dernière sécheresse, cette salle était bondée. Les infirmières débordées. Des dizaines d'enfants se trouvaient dans un état critique. Aujourd'hui, ils sont 3. Cet enfant, donc, elle a perdu sa maman à l'âge de 5 mois. Elle a été élevée par sa grand-mère. Là, c'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère, oui. Mais elle est enceinte? Oui, elle est enceinte. Elle est à son 14e grossesse. 14 enfants? Oui. 14 enfants. Il est déjà grand-mère. Oui. Et cet enfant, il souffre de quoi? De malnutrition aiguë sévère aussi avec œdème. Et il est avec complications aussi, une diarrhée. Elle est à son 5e jour de prise en charge. S'ils sont pris en charge à temps, les enfants ont une chance de s'en sortir. Donc elle a été admise ici pour malnutrition aiguë sévère avec œdème. Et ça fait 14 jours qu'il est là. Elle va rentrer aujourd'hui. Parce que déjà, les œdèmes sont résolus. Et en plus, elle était aussi entrée pour diarrhée. La diarrhée, ça va maintenant, la diarrhée, donc elle pourra rentrer. Et quel âge a cet enfant? Il a 3 ans. Elle a 3 ans. Et elle est en réadmission, on peut dire qu'elle est en réadmission, parce qu'elle était déjà admise ici. Pour malnutrition toujours? Oui, pour malnutrition toujours. Que se passera-t-il à la prochaine sécheresse? Pour les équipes de l'UNICEF, leur mission est trop aléatoire. Selon leurs responsables, il n'existe aucune stratégie à long terme. Pour arriver à avoir des effets pérennisables dans nos actions, donc en soutien des populations, on a besoin d'avoir des institutions, un gouvernement qui s'occupe, qui a la possibilité et les capacités de continuer ce qu'on met en place, donc de donner une pérennisation à tout ce système. Malheureusement, à cause de la crise politique qu'il y a à Madagascar, tout ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de prévoyable dans le court terme. « 1000 kilomètres plus au nord, Antananarive, la capitale malgache.
En 2008, le gouvernement avait pourtant lancé un plan de lutte contre les changements climatiques. Un plan jamais appliqué, et pour cause. En janvier 2009, des émeutes éclatent. Nous sommes place de l'Indépendance. Elles sont d'une rare violence. L'armée et la police tirent sur la foule. L'opposition obtient le départ du président Ravalomanana. Après 3 mois de tension, des dizaines de morts, le pays s'enfonce dans une nouvelle crise. La communauté internationale ne reconnaît pas les nouvelles autorités, elle gèle leurs aides. Un drame quand on sait que le pays vit sous perfusion internationale. Plus de 70% du budget de l'État provient des bailleurs de fonds étrangers. Pour le vice-président de l'université, les conséquences sont prévisibles, dramatiques. Je pense que si on ne résout pas dans le très court terme cette crise politique, on va vers une explosion sociale, des émeutes de la faim, parce que les gens sont sur le plan social sont dans des conditions très très difficiles. Il y a des gens qui mangent 1 fois par jour ou même qui ne mangent pas. Et donc c'est là véritablement le risque. Ça n'a plus rien de politique. C'est véritablement une crise majeure, une crise humanitaire, une crise sociale. Vous êtes inquiet ? Je suis très inquiet même sur ce plan-là. J'ai déjà tiré la sonnette d'alarme depuis quelques mois, mais semble-t-il sans être véritablement entendu. J'espère que cette fois-ci, je serai entendu. Et oui, mais on a quand même l'impression qu'en gros, c'est des querelles d'ego ici, qu'on se fiche un tout petit peu de cette population qui souffre. Oui, effectivement, ce sont des querelles d'ego. Vous savez, le problème de la classe politique malgache, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à résoudre la crise, c'est que les notions de patriotisme, d'intérêt supérieur de la nation sont des concepts creux ici. Entre la parole et les actes, donc les comportements, il y a un abîme. Un pays exsangue au bord de l'explosion sociale. Un constat partagé par de nombreux observateurs. La situation est d'autant plus critique que Madagascar doit faire face à d'autres fléaux liés au changement climatique. Depuis 10 ans, les cyclones et les tempêtes tropicales se multiplient sur la grande île. La capitale n'est pas épargnée. Indiala en 2006. Fame et Ivan en 2008, Hubert en 2009. Les bas quartiers où sont regroupées les populations les plus démunies sont à chaque fois complètement inondés. Des secours débordés, des habitants livrés à eux-mêmes, des milliers de familles sans abri. 2 ans après le passage du cyclone Ivan, la situation reste précaire. Témoin, Meltine, cette mère de 3 enfants. L'eau monte jusqu'où alors ? L'eau monte de là, jusque là-bas, derrière. C'est pour ça qu'on a construit ce petit pont, pour marcher au-dessus de l'eau. Depuis le passage du cyclone, ils sont des milliers comme Meltine à attendre un relogement, ailleurs, loin de cette zone inondable et dangereuse. Mon mari est décédé. Nous n'avons pas de quoi nous nourrir. Je ne travaille pas. J'ai peur car les cyclones peuvent encore frapper. Et quand la pluie tombe, ma maison tremble. La dernière crise politique a mis l'économie malgache à genoux. Plus de 230 000 personnes auraient perdu leur emploi. Première victime, ces quartiers populaires. Habitués à vivre au jour le jour, ces populations survivent dans l'angoisse d'une prochaine catastrophe. Personne n'est à l'abri. Dans ce contexte douloureux, l'UNICEF tente de limiter les dégâts auprès des enfants, ces populations les plus fragiles. L'Organisation des Nations Unies met en place des aires de jeu comme celle-ci.
Une parenthèse, mais les risques sont toujours omniprésents. Et lors du dernier cyclone, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est montée jusqu'où alors? L'eau est montée jusqu'à la maison à côté. Donc ici, on ne voit pas cet endroit-là parce qu'il y a l'eau et on voit juste les toitures de la maison. Donc les familles n'arrivent pas à habiter là et ils sont devenus sinistrés. Et la situation est de plus en plus dramatique? Oui. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a l'inondation, les terreaux sont emportés par l'eau. Et c'est pour cela qu'il y a le problème d'évacuation d'eau, il y a ça. Et après, la situation aussi, c'est que au niveau de la communauté, compte tenu de la pauvreté actuelle, ils n'arrivent pas à aménager l'endroit. Même s'ils veulent, par exemple, remployer l'endroit, à chaque fois qu'ils creusent, il y a déjà l'eau sous la terre. Donc on ne peut pas utiliser les terreaux ici, quoi. Donc ce quartier, normalement, n'aurait jamais dû être construit. Normalement, oui. Parce que normalement, il faut une autorisation au niveau de la communauté municipale. Mais le problème, c'est que les gens ne demandent pas ça, il n'y a pas le moyen, donc tout le monde peut construire, quoi. Et ça, c'est à cause de l'exode rural et ils n'arrivent pas à payer les frais, le loyer. Les institutions du pays sont incapables de répondre aux attentes des Malgaches. Les urgences sont pourtant multiples, dans la capitale comme ailleurs. Chômage, crise politique, inondations, cyclones, sécheresse, une avalanche de mauvaises nouvelles qui touche l'ensemble du pays et l'immense majorité de la population. Nous partons au nord-est de Madagascar. Là encore, 7 heures de route chaotique. Première étape, la station balnéaire de Mahab, juste 1 heure avant le coucher du soleil. Une nouvelle fois, la grande île nous offre des paysages magiques. C'est incroyable que ce soit aussi calme. Dès qu'il a débarqué ici en 1989, Joe a eu le coup de foudre pour ce petit paradis si tranquille. On ne croit pas, hein, on ne croit pas. Coup de foudre de courte durée. Les cyclones vont lui rendre la vie infernale. Ça fait de la peine. Je suis désolé. Le dernier en date est son pire souvenir. Ivan, en février 2008. Cyclone de catégorie 4. Et puis il y a le vent aussi. Le vent peut souffler en moyenne. Il a soufflé dans les cyclones en moyenne, il a soufflé 260 à l'heure. Mais pour le cas d'Ivan, il soufflé à 289 à l'heure. Et le problème, c'était dans la durée. Dans la durée, normalement, c'est une dizaine d'heures, grosso modo une douzaine d'heures. Là, Ivan a soufflé pendant 34 heures non-stop. En fin de compte, voilà l'exemple. Un arbre qui était debout, qui faisait de l'ombre sur la plage, à l'époque, et qui faisait de l'ombre même à tous les baigneurs et tout. C'est un arbre qui a minimum 80-90 ans. En une nuit, il est tombé. Arraché par la force des vagues. À 3 reprises déjà, Joe a reconstruit entièrement son hôtel et ses 15 bungalows. Ivan le terrible, il a été vraiment terrible pour nous. Et ça nous a fait pas mal de chocs, surtout moral. Quand vous voyez votre hôtel cassé, et c'est pas joli à voir, vous pouvez me croire. Et vous êtes obligé. Moi, pendant un mois, j'ai plus rien fait. Je suis parti pour me déconnecter. Dans sa course folle, Ivan dévaste également Sainte-Marie. Pendant plusieurs jours, l'un des plus beaux sites malgaches est coupé du monde.
Cyclone, montée des eaux, érosion, à chaque fois Joe et les hôteliers relancent leurs activités. Pourtant, depuis les derniers événements politiques de 2009, les touristes ne sont plus aussi nombreux. Tourisme en crise, mais à 60 ans, Joe est résigné. Il nous confie, malgré les cataclysmes, cette région reste la plus belle du monde. Petit matin calme à proximité de Fénérivest. Ici, pas d'hôtel de luxe. Juste des hameaux où vivent des familles de pêcheurs et de paysans. Difficile d'imaginer que cette tranquillité est sous la menace d'une tempête tropicale, d'un ouragan ou d'un cyclone. Ah, voilà une maison qui a été détruite par le cyclone Yvon. C'est une maison qui est, dont la toiture est en tôle. Donc les tôles sont plus facilement détruites par les vents violents que les toits comme celui-ci, par exemple. Et comme ils n'ont pas de moyens pour reconstruire cette maison, ils ont reconstruit une maison à côté. Et donc, vraisemblablement, cette maison est beaucoup plus résistante au cyclone que celle-là. Et le gouvernement les a aidés après le cyclone? Non, ils n'ont rien eu. Et ils se débrouillent eux-mêmes pour reconstruire leur maison. Aide-toi, le ciel t'aidera. Une maxime populaire appliquée à la lettre par les paysans locaux. Ils n'attendent plus rien de l'État. Lilia, la professeure de biologie, et sa collègue ingénieure agronome se rendent dès qu'elles le peuvent sur le terrain. Elles rencontrent comme ici de petits producteurs de riz. Cette région est connue pour être le grenier à blé de Madagascar. Il possède à peine la moitié d'un hectare. Il n'y a plus de saison pour les cyclones. Cette année, il y en a eu moins. Et ils étaient moins virulents. Que se passe-t-il quand le cyclone frappe? Les rizières sont inondées pendant 2 mois, comme là. Toutes nos cultures sont détruites. Mais cette année, la tempête tropicale Hubert nous a épargnés. Et la production de riz devrait être suffisante. En revanche, avec le cyclone Yvan, tout a été détruit. Depuis le passage d'Yvan, ils produisent 2 récoltes de riz chaque année. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Les paysans doivent encore s'adapter et changer parfois de culture. Ces réunions de sensibilisation organisées par Lilia et sa collègue montrent qu'ils sont désemparés, qu'ils subissent tous les aléas du climat. Leurs réflexions, leurs questions sont toutes d'ordre technique. Comment faire face à ces bouleversements climatiques? Comment s'adapter sans investir l'argent qu'ils n'ont pas? Des solutions bon marché existent. Félix s'est porté volontaire pour lancer des cultures plus résistantes que le riz ou le clou de girofle. Il nous emmène dans son champ expérimental. Nous arrivons dans le champ de poivrier de Félix. Voilà le poivrier qui est une liane. Et il suffit de choisir le bon tuteur et ça marche. Donc le poivrier est plus résistant au cyclone que le giroflier. Avant, on plantait de la vanille. Mais à cause du prix et des vols, on a dû la remplacer par des poivriers.
En plus, c'est très pratique. Quand un cyclone fait tomber les poivriers, il suffit de les ramasser et de les accrocher à un autre tuteur. Ce projet dans la région ne concerne aujourd'hui que quelques centaines de paysans. Malgré toute sa bonne volonté, Lilia sait qu'il faut d'urgence un plan national pour sortir de cette impasse climatique. Mais elle a du mal à y croire. On est impuissant devant une situation pareille parce que on ne sait pas quoi faire par rapport aux politiques. Nous, on est technique, on n'est pas politique et c'est au gouvernement de faire quelque chose pour aider les paysans. Sinon, c'est des projets, mais les projets sont pas... On ne vit pas des projets. Vous n'êtes pas parfois découragé? Non, il ne faut pas se décourager. Non, parce que si on se décourage, qu'est-ce qu'ils vont devenir les autres? En juin 2010, le pays a célébré ses 50 ans d'indépendance. 50 ans d'instabilité politique, un demi-siècle d'autisme à l'égard des populations les plus vulnérables. Un drame quand on rappelle ce chiffre révélateur. Aujourd'hui, près de 14 millions de Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Et demain ?